Retour de la pause, on va continuer. Nous accueillons sur le plateau Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir Afirma, bonsoir Horus. Georges. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un plaisir de revoir tout le monde. Donc on continue maintenant avec la Côte d'Ivoire. Des incidents ont éclaté à Daoukro, fief de l'ex-président Henri Konan Bédié, entre ses partisans et des jeunes du parti au pouvoir, faisant plusieurs blessés. Des affrontements ont paralysé mardi la ville de Daoukro, d'après Adama Kolia Traoré, président du conseil régional du IFU, précisant que la police a été très vite débordée. Selon un habitant, la manifestation a tourné en affrontement ethnique entre Baoulé et Djoula. Affaire Dougou, fief de l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil, la police a dispersé une manifestation de jeunes. Quand on suit la situation, il y a même des photos qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La tension est montée d'un cran. On signale plusieurs blessés. C'est déjà des prémices inquiétantes. Oui, en tout cas, à mon humble avis, ce sont des prémices inquiétantes. Déjà que sur les deux mandatures d'Alassane Ouattara, on avait un problème au niveau de tous ceux qui ont soutenu son mouvement. C'est-à-dire, on a les militaires qui ont été dédommagés. On a les militaires qui n'ont pas été dédommagés mais qui sont frustrés. On a des problèmes communautaires entre Baoulé et Djoula qui sont récurrents. On a les peuples bêtés qui sont derrière Laurent Gbagbo et qui le soutiennent et qui sont frustrés. On a même des signes beaucoup plus diffus mais qui sont révélateurs, comme par exemple, cela peut paraître anecdotique, mais quand on a par exemple disons, de grandes figures de la musique ivoirienne qui vont se mettre à dénoncer un certain clivage ethnique au niveau des chances professionnelles et tout ça. Quand je veux parler de Yodé et Siro qui vont sortir un album aux morceaux très critiques. Il y a beaucoup de signes avant-coureurs d'une crise majeure qui peut se dérouler dans un futur proche. Bon, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que alors, pour moi, on n'est pas dans un problème de succession présidentielle. On est dans un problème de succession du trône d'Oufoué-Boigny. C'est-à-dire un trône lourd et grand dont les prétentions vont au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est un trône sous-régional. C'est une plateforme sous-régionale avec, comment dirais-je, on va dire une toque de porte-parole de la France-Afrique, avec un certain nombre d'articulations. Et je pense que le problème en Côte d'Ivoire, c'est cela. C'est-à-dire les gens convoitent ce trône-là. Ça va au-delà de la chose présidentielle. Alors, vous voyez la situation aujourd'hui, donc se mue en affrontement ethnique. On parle ici d'affrontement de Baoulé et Djoula, et Horus l'évoquait, les BT également sont d'un côté qui sont très mécontents dans un contexte où Alassane Ouattara veut aller à un troisième mandat. C'est lui le responsable? On peut lui imputer en partie cette responsabilité. Parce que Alassane Ouattara n'aurait pas déclaré ou annoncé sa candidature, peut-être on n'aurait jamais eu ce que nous sommes en train de connaître là. Peut-être il aurait dit « je ne me représente pas ». C'est Ahmed Bakayoko qui sera le candidat à la prochaine présidentielle. Peut-être il n'y aurait pas ça. Donc le problème, c'est que la candidature de Ouattara est en train de semer déjà des choses dans le cœur des Ivoiriens. Donc il y a tout d'abord assez de colère, assez de mécontentement, donc qui s'invite déjà dans le débat. Donc, et quand on parle de débat, maintenant ça va au-delà du débat intellectuel. On se dit, sur le plan intellectuel, nous avons échoué. Donc sur le plan intellectuel, on ne peut plus parler de constitution, on ne peut parler du droit constitutionnel, plus rien de tout ça. Donc ce dont on peut parler maintenant, c'est la violence. Peut-être avec la violence, on va être écouté. Parce qu'on a laissé assez de temps Ouattara. Il a bluffé tout le monde en mars. On croyait qu'il était sérieux, alors que peut-être il était de mauvaise foi. Et maintenant, on se rend compte que ce monsieur nous a eu. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est la violence. Quand Guillaume Soro dit la Côte d'Ivoire va brûler,
Donc c'est des choses qui confondent des gens violents, entre guillemets, dans leur position et dans leur posture. Ils se disent, ce que nous avons maintenant, c'est de démontrer à Alassane Ouattara que nous n'acceptons pas sa candidature. C'est dans le fief de Bédié, c'est aussi symbolique à ce niveau. Et tout ça, Georges Hérault, ça montre en même temps que, puisqu'on est, je le rappelle, on est sur un plan conflit ethnique, la réconciliation n'est pas une évidence en Côte d'Ivoire. C'est ce que Alassane Ouattara n'a pas réussi à faire durant ses 2 mandats. Vous savez, il est venu au pouvoir, tout le monde le sait, c'est avec la crise de 2010-2011 qu'il est arrivé au pouvoir. Mais il n'a jamais arrivé à réconcilier les gens. Aujourd'hui, si nous parlons de fief de Bédié, nous parlons aussi, en quelque sorte, d'Aoukrou, ça représente quelque chose, c'est symbolique pour Houphouët-Boigny. Mais c'est dit que c'est quelque chose aujourd'hui qui permet de nous dire que les oufouettistes plutôt, ne sont pas d'accord sur ce que le monsieur est en train de faire. Aujourd'hui, vous savez, Alassane Ouattara, quel que soit le cas aujourd'hui, est en train de rentrer sur une route où il ne peut pas tout contrôler. Ça peut arriver que finalement il est passé, il a gagné les élections, mais ce qui est sûr, c'est que à l'avenir, ça va être très difficile pour ce monsieur de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sa nationalité est remise en cause. Tout le monde ne fait que parler de lui, de son 3e mandat. Malheureusement, la France qui ne dit rien. D'ailleurs, Macron qui l'avait appelé un homme d'État, un homme de parole, avec beaucoup d'appréciation, mais aujourd'hui qui ne dit rien. Les Ivoiriens sont sidérés, ils sont blessés parce que Alassane Ouattara ne vient pas de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Et quand vous laissez... il faut faire attention. Non, c'est un Burkinabé. Non, il faut faire attention. Il est président en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il est président en Côte d'Ivoire. Ivoirien. Il est président en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire ce débat, donc, parce qu'on n'a pas de preuve ce que je dis, au-delà de ça, c'est que c'est question d'ethnie. Aujourd'hui, non, c'est pas question d'ethnie, c'est une question historique. Non, ce que je dis par la question qui m'a été posée, c'est le conflit ethnique. Oui, entre comment ils appellent Djoula et Baoulé. Ça veut dire tout simplement que les gens, entre-temps, commenceront à détecter certains comme qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. C'est là où je voudrais en venir. Oui, je suis d'accord avec Georges Hérault, parce que je l'ai toujours souvent soulevé dans mes débats ici, en disant qu'il y a un problème qui est toujours caché, qui n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire, le problème d'ivoirité là, qui a un fondement historique. Qui a un fondement historique. Ce problème est toujours là, en fait. Donc, Ouattara, c'est pour cela que Ouattara, l'un des facteurs, ou, je sais pas, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles il ne voudrait pas lâcher le pouvoir, il se dit, au-delà de tout, je suis le seul étranger. Non. Même s'il ne le dit pas. Non. Ouattara est ivoirien. Oui, donc, il se dit, mais je suis le seul. Quand on a sorti ce problème d'ivoirité là, qui on visait en réalité? C'était Ouattara. Donc il se dit qu'en réalité, le problème là n'est pas toujours résolu. Il se dit, mais c'est tant que si je suis au pouvoir, je suis protégé. Mais si je ne suis pas au pouvoir, donc je suis en danger. Parce qu'il se dit, tous ceux-là que je combats, ou tous ceux-là qui me combattent, ce sont tous des Ivoiriens. Et moi alors, donc on me dira un jour, je ne suis pas ivoirien. Parce qu'on a déjà sorti le problème là une fois. Donc c'est pour ça que je le rejoins. Même si on ne le dit pas explicitement, ce problème-là demeure. Et en toile de fond. Et puis, ce qu'on ne perd pas de vue quand il y a affrontement entre ces deux ethnies, disons-le, c'est des gens supposés être des oufouettistes qui s'affrontent là. Justement, oui, tout à fait. C'est des gens qui sont supposés être des oufouettistes, mais si vous voulez, moi, quand je pousse l'analyse, j'ai quand même l'impression que ce qui a été entre Ouattara et Houphouët-Boigny est quelque chose qui s'est passé, mais de façon beaucoup plus flexible, au temps de Léon Mba et Bongo.
Oui. Parce que Ouattara, dans les années 90, c'est celui qui vient réformer la Côte d'Ivoire de façon économique. C'est l'homme du FMI qui, d'une certaine manière, on impose à Houphouët. Donc, Houphouët-Boigny part, et Houphouët-Boigny, c'est Houphouët-Boigny d'une certaine manière qui pose aussi les germes de la friction qui va venir. Parce que Ouattara va être Premier ministre, et Bédié, qui est déjà considéré comme son dauphin, va être président de l'Assemblée nationale. Et c'est Bédié qui vicieusement va faire intervenir la question de l'ivoirité. Alors que le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est que, vous savez, les colonisateurs, ils sont, quand quelque chose marche quelque part, ils le remettent ailleurs. Les colonisateurs vont faire avec le Burkina et la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont fait dans d'autres régions africaines. Donc, il y a un moment de l'histoire où le Burkina, la Haute-Volta n'existe pas, et où elle est mixée avec la Côte d'Ivoire. Et on va déporter tout un ensemble de populations, voltaïques, vers la Côte d'Ivoire afin d'enrichir les plantations de cacao, café et ainsi de suite. Et même avant cela, il y a toute une migration. Par exemple, quand on prend les Dioula, les Dioula, c'est une communauté énorme. On ne s'entend même pas sur le nom de la communauté. Donc, à un moment, c'est compliqué lorsqu'on remet l'État voltaïque de dire que certains voltaïques qui ont migré pendant qu'on parlait de Haute-Côte d'Ivoire et de Basse-Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire incluant la Haute-Volta, de dire à ces voltaïques qui se sont installés sur le territoire qu'ils ne sont pas ivoiriens. Alors, je vais terminer avec une anecdote. Un des premiers représentants de la Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. Mais on parle très peu de Ouezan Koulibaly, qui est voltaïque, et dont la femme va être la seule femme ministre du gouvernement de Maurice Yameogo lorsqu'il y a l'indépendance de la Haute-Volta. Mais Maurice Yameogo lui-même était un proche de Houphouët-Boigny, était son second. Donc, à un moment, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des élites ivoiriennes, il y a un jeu vicieux qui consiste à vouloir exclure. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'en ce qui concerne la personnalité d'Alassane Ouattara, oui, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on voit son parcours, on sent que c'est un technocrate qui n'est pas trop dans la flexibilité dans le jeu politique. Et on le voit à la suite. Quand on voit, par exemple, Béhi qui se fait renverser par Gueye, quand on voit le mandat de Laurent Gbagbo qui est parfaitement saboté, je ne sais même pas si on lui donne 2 ans de répit avant que commencent les hostilités. Et quand on voit après le fait qu'il arrive au pouvoir et qu'il y a, je pense, cette prétention naïve de la part de lui, et je pense même de la part de comment ça s'appelle, des Français qui l'épaulent, en tout cas des Occidentaux qui l'épaulent, de croire que l'on peut acheter la paix. Donc on va avoir des travaux, on va avoir des financements, on va avoir le FMI, on va avoir la Banque mondiale, on va avoir des infrastructures, ainsi de suite. Mais la question de fond qui est les rencontres pour la réconciliation, pour l'établissement de la vérité, pour l'établissement de la justice et tout ça, tout cela est vicié, passé en menu fretin, et on se retrouve avec... Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est la question du 3e mandat qui cristallise les débats. Mais quand on regarde Alassane Ouattara, on n'a pas l'impression qu'il va faire rétropédalage sur cette question. Non, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, je crois pas. Au-delà de tout ce qui se passe sur le terrain, que les confrontations ethniques, le monsieur fonce. Aujourd'hui, il n'y a plus question qu'il revienne. Ça fait se détire 2 fois. Mais ce qu'il n'a pas réussi, c'est ça. Oui. C'est au-delà de ça, c'est que ce soit 50 ans, 30 ans, quand Alassane Ouattara va lâcher le pouvoir, ce problème va surgir. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ce que moi je dis. Il doit pouvoir aller au-delà de ça. Il doit faire en sorte que, normalement, son premier mandat peut-être permettre de remettre le pays sur, peut-être, et comme ils sont sortis de la guerre, remettre le pays. Et deuxième mandat, il doit faire en sorte qu'il y a réconciliation. Et il doit faire en sorte aujourd'hui qu'il doit croire à quelqu'un que l'on considère, entre guillemets, comme un Ivoirien. Mais s'il dit aujourd'hui qu'il a déjà, moi j'ai entendu son discours de la veille de l'indépendance, il dit j'ai déjà préparé mon après-présidence, et je voudrais consacrer ma vie à la fondation ADO, etc., l'Institut ADO.
et l'homme propose, Dieu dispose. Qu'est-ce que l'homme proposé? Est-ce que Dieu a disposé? Non. Aujourd'hui, dire tout ça là, alors que la personne est critiquée, votre personne est critiquée comme étant étranger, et que vous dites par ces discours-là que parmi ces plus de combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut valablement vous représenter, même dans votre parti, et que, c'est dit, il parle comme il est en train de briguer déjà le 3e mandat. Le monsieur ne parle pas d'élection. Le monsieur parle du 3e mandat qu'il est en train de briguer. Parce que c'est celui qui va gagner. Mais c'est encore... Et le fait à une date symbolique qui est celle de la veille de l'indépendance. Il me rappelle un ancien ministre des Sports qui disait aux journalistes, moi je gagnais mieux ma vie, hein. C'est pas parce que je suis ministre que vous pensez que je suis en train de gagner quelque chose, mais on a une fois parlé de lui, hein. Il est devenu opposant après. Donc c'est pour dire simplement qu'il y a deux choses en Côte d'Ivoire. La première chose, c'est la réconciliation. Ouattara n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Moi, Samia Niamé, c'est bien que vous soyez là, panafricain, activiste panafricain, mais est-ce que les réconciliations, les politiques de réconciliation, est-ce que ça marche? Ça marche. Mais regardez, à condition qu'il y ait de la justice et de la vérité. Moi, je dis simplement, moi, je trouve que la réconciliation, au fond, ne marche pas, mais ce sont les réconciliations institutionnelles qui marchent. Par exemple, quand vous parlez aujourd'hui, vous voyez l'exemple de l'Afrique du Sud, au fond, la réconciliation, ça n'a pas marché. Mais c'est la réconciliation institutionnelle qui a marché. C'est-à-dire, il y a toujours ce petit problème-là entre les Blancs et les Noirs. Donc, les réconciliations de fond, ça ne marche pas. En Côte d'Ivoire, oui, Ouattara a assis ou a fait asseoir une politique de réconciliation. Et puis, on a clos cette page-là. Mais au fond, est-ce que la réconciliation a marché? Mais j'ai juste finalement compris que la réconciliation ne marche pas. Sauf que sur le plan institutionnel, ça marche. Pour rejoindre encore, je vous rejoins très bien même. Pour rejoindre encore Georges Hérault, ce que je souhaiterais, c'est que durant ce 3e mandat, Ouattara... S'il l'a. Le monsieur. Je sais qu'il a déjà gagné. Ceux qui l'affrontent, c'est des ogres. Hein? C'est pas comme dans certains pays. Non, quand vous affrontez quelqu'un qui a été aussi chef d'État, là vous avez des opposants qui ont été chefs d'État qui ont beaucoup de moyens. Donc, c'est pas comme dans certains pays où vous pouvez donner 30 millions pour 10 personnes, 14 personnes. Je ne veux pas nommer ce pays-là. Non, mais Ouattara, en réalité, ce que je voudrais. Écoutez, vous n'allez pas dire que Bédié a les mêmes moyens que Ouattara. Bédié, il a fui le pays en 1999. On sait qu'il est venu ici à l'époque, c'était au temps du général Yadema. Donc, Ouattara, ce que je souhaiterais, c'est qu'après cette élection-là, où il sera probablement vainqueur, qu'il essaie un dialogue, qu'il fasse appel à tous les anciens, les gens du 3e âge, qu'ils réfléchissent sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Très rapidement, est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara arrive à lire la situation actuellement? Oui, en fait, le problème avec les acteurs de la politique ivoirienne actuellement, c'est que ce sont des gens qui se connaissent au moins depuis 30 ans. C'est-à-dire, Alassane Ouattara était Premier ministre, je rappelle, Béziers, président de l'Assemblée nationale, quand Gbagbo était opposant. Donc, ils se connaissent. Et plusieurs fois Gbagbo en prison. En prison, voilà. Donc, ce sont des gens qui foncièrement se connaissent, c'est-à-dire ils se connaissent au-delà de la profession qui est la leur, ils se connaissent personnellement. Et pire, leur établissement se connaissent aussi. Donc, le problème à un moment, c'est que à un moment, en ce qui concerne ces 3 personnes, on n'est plus au niveau de la politique, au niveau de l'ego. À mon humble avis. Parce que, je donne un exemple. Il est assez curieux, par exemple, que Ouattara, qui est fait partie du PDCI, à un moment en sort pour créer un autre parti qui est le RDR et se prétendre oufouettiste alors que le PDCI est le parti d'Oufoué. Que Bédié accepte le rôle subalterne de faire rentrer le PDCI sous le RDR et de constituer le RHDP avant d'en sortir. Il est d'ailleurs assez contre nature que le FPI, qui est le parti de Laurent Gbagbo, et Gbagbo qui était un des plus fervents opposants de Oufoué, nous apprennent maintenant qu'il serait éventuellement prête à rejoindre Bédié dans une alliance comme Ouattara. Donc à un moment, au deuxième tour, oui, mais quand même c'est contre nature. C'est-à-dire c'est quand même l'opposant le plus virulent d'Oufoué. Donc à un moment,
Je pense que la population ivoirienne, elle est profondément instrumentalisée, que ce soit d'un point de vue... On marque juste une courte pause. Ce débat est très intéressant. On va revenir en parler encore quelques minutes.